Bonjour, Natacha Tata, mon invitée, que j'ai le privilège de rencontrer. Je vais la présenter brièvement par rapport au sujet d'aujourd'hui, parce que Natacha, elle a un large éventail de compétences. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de ses compétences en intelligence artificielle et qui sont rattachées à Réviseur Québec, dans le poste que tu occupes là-bas. Donc, peut-être plus la révision ici. En tout cas, on va le découvrir en discutant ensemble. Et on explore aujourd'hui, Natacha et moi. On a c'est cas de le dire, une rencontre exploratoire. Pourquoi? Parce que on veut aborder le deuxième sujet qu'on va aborder, c'est la situation de l'IA en 2026. Donc, on va y aller avec des spéculations beaucoup, appuyées sur des sources. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais d'entrée de jeu, on va regarder avec Natacha euh, les, euh, les risques pour le traducteur humain. Je ne sais pas là, quelle terminologie dire, la personne, l'être humain. Je suis un petit peu mêlée dans les formulations épicènes. Les traducteurs, traductrices. Disons traducteur, entendons-nous pour le mot traducteur pour cet épisode. Et de voir un peu les avantages de l'intelligence artificielle pour l'être humain et les inconvénients. Je te laisse te présenter si tu veux rajouter d'autres informations ou plonger dans le vif du sujet. Comme tu... Je vais corriger un petit peu parce que avec le Réviseur Québec, ce n'est qu'un rôle parmi tant que j'occupe. Je suis sur le conseil de direction, mais sinon, j'ai aussi mon entreprise Genex Solutions Web, où je prête des services langagiers bilingues en rédaction, en traduction, en révision, agencé aussi au marketing de contenu. Et puis, ben, avec InfoIA Québec, depuis 2023, ça se développe, c'est parti d'un groupe, mais ça devient de plus en plus un centre de ressources très utile en général. C'est surtout pour accompagner les gens dans leur adoption de l'IA, les outiller autant que possible. Voilà, donc c'est pas vraiment juste Et Réviseur c'est toute Québec, c'est vraiment... catégorie de métiers confondus. Là, on parle de ton groupe, c'est pas uniquement pour les traducteurs, mais ça peut être les Oui, non, ingénieurs, les designers. oui, oui, et ça se veut comme un centre de ressources vraiment pour faciliter l'adoption de l'intelligence artificielle pour tous. Donc, c'est pour tous les professionnels, mais même ça peut être aussi pour les étudiants, pour les retraités. Ça n'a vraiment aucune importance. C'est un outil qui chamboule déjà tous les métiers confondus. On va éventuellement ressentir aussi l'effet, même si peut-être retardé. euh, dans le public en général. Donc, je pense que c'est important aussi de savoir ce qui se passe dans les développements et les avancées de l'intelligence artificielle, comment on pourrait aussi être confronté en général avec ces outils-là dans la vie quotidienne. Reconnaître aussi le pertrucage, par exemple, ce qui peut être faux. Les outils aussi qui deviennent de plus en plus sophistiqués pour l'hameçonnage et des choses comme ça. Donc, il faut être à l'affût de ces développements-là et de connaître aussi tous ces risques. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. C'est pas juste pour les professionnels, à mon avis. Le nombre, en fait, ce qui est particulier de ton groupe, on avait déjà abordé ça, et je pense qu'il y a un an ou deux, tu étais déjà venu autour du traducteur. Oui, ça fait C'est 2 ans, je pense, hein? à peu Je près pense que 2 ans, c'est ça. Euh, le fait qu'il y a très peu de groupes comme toi qui sont en français. Il y en a une pléiade en anglais et oui. que même si tu mets bout à bout le nombre de personnes qui adhèrent à ces groupes-là, ça représente un faible pourcentage des gens qui sont exposés à l'IA. Est-ce que c'est à peu près ça, ce que j'ai bien résumé? Euh, Est-ce que, ou il y a peut-être de plus en plus de gens qui vont voir ces groupes-là, ces ressources-là, puis est-ce que ça a évolué depuis 2 ans, là? ça a évolué très certainement. On approche les 10 000 membres dans le groupe seulement. Donc, Félicitations! oui, c'était parti en août 2023, donc ça va faire 3 ans cet été, bientôt. Euh, c'est en augmentation constant là, en permanence. Je pense que de plus en plus même, probablement, et heureusement, parce que il y a encore énormément de gens qui sont dans l'ombre par rapport aux outils et ce que ça pourra changer tant pour le travail, puis les salariés, puis les professionnels, que
les gens en général, le public en général. Donc, euh, il faut justement informer les gens. Et c'est Et les partie de gens, là, justement, de tenir informés. les Mhm. tenir informés, mais le défi, c'est de les amener vers vous. Et là, j'ai vu que récemment, tu as créé une infolettre pour justement rejoindre encore plus facilement les gens. Oui, et puis ben en fait, il y a deux envois avec l'infolettre. Donc, le premier, c'est vraiment juste un récapitulatif de l'activité sur le groupe, mais qui a énormément de contenu, tant par rapport aux outils, des expériences, des retours d'expérience avec certains outils, l'actualité, des nouvelles, des comparaisons d'outils. Donc, c'est extrêmement pratique. Et il y a aussi mais en fait, c'est la 10e semaine cette semaine où j'envoie une deuxième infolettre, mais qui représente ce que j'appelle une recette IA. Et c'est vraiment un conseil pratique ou un tutoriel très concret pour justement tranquillement comprendre euh, comment on peut l'utiliser pour diverses tâches, diverses choses. Donc, OK. ça permet de Alors, vraiment mettre en pratique certaines applications. donc, je mettrai dans le descriptif pour ceux qui regarderont la version rattrapage les coordonnées pour s'abonner à à ton groupe et à l'infolettre aussi. Est-ce que Mhm. c'est possible de s'abonner seulement à l'infolettre? Quelqu'un, Oui, oui, oui? absolument. Le groupe sur Facebook, il est privé. Donc, nécessairement, il faut être abonné, il faut être membre du groupe pour avoir accès aux liens parce que sinon, si on n'est pas membre, on peut pas avoir accès au contenu du groupe. Donc, malheureusement ou heureusement, il y a plusieurs liens qui vont diriger vers justement les discussions qui sont sur le groupe. Donc, si on n'est pas membre, on n'y aura pas accès. Il y a aussi d'autres liens qui sont externes là, par rapport aux divers sujets qui sont abordés. Mais sinon, il est aussi possible la recette IA, par exemple, ne demande pas d'être membre du groupe pour avoir accès à ces informations-là. Donc, on peut s'inscrire sur le site web. Ouais. Merveilleux. Alors là, tu as mis carte sur table, c'est clair. Alors les gens Ouais. savent où ils s'en vont avec les Mhm. précisions que tu viens de nous donner. Très, Mhm. très bien. Alors, c'est très bien. Et puis, on va plonger dans le vif du sujet, le côté humain et puis les outils d'intelligence artificielle. On ne veut pas devenir, on veut pas devenir dépendant de l'IA. Et quand je parle de dépendance, je choisis le mot haïtien parce que ça peut créer une dépendance, comme on peut avoir une dépendance au jeu, une dépendance à d'autres facteurs plus ou moins sérieux. Là, je n'irai pas jusque dans les plus sérieux, mais Ouais. c'est parce que, d'ailleurs, on l'a vu dans le dernier épisode avec Thomas Daquin, Tabi Kumavok, que certaines zones du langage sont beaucoup moins stimulées par l'utilisation d'outils comme ChatGPT, que souvent les clients nous demandent. Ils nous arrivent avec une sortie de ChatGPT, revise-moi ça. Alors, donc, la réflexion ne se fait pas. Et moi, quand je reprends aussi ta formulation, heureusement ou malheureusement, j'ai passé dans la façon traditionnelle de traduire. Donc, ça a renforcé beaucoup ma mémoire à long terme, comme tous mes collègues qui ont passé par le même chemin, la mémoire de travail. Donc, ce que je vois, il n'y a pas de recherche encore faite là-dessus, mais il y a beaucoup de recherches faites sur différentes dépendances. C'est que le risque est que certaines zones du langage, je rentrerai pas dans les noms de zones du langage, je vous donnerai pas un cours de neuropsychologie aujourd'hui, mais que certaines zones du langage rétrécissent ou s'atrophient par manque de stimulation. Donc, ça va rendre euh, la réflexion difficile pour donc la tentation de toujours aller voir ChatGPT, Google Translate ou d'être dépendant. Alors moi, je vois ça comme un problème. Et je pense que la façon de le contourner, on dit beaucoup, il faut que les traducteurs connaissent les outils, mais malheureusement, on parle jamais du fait que les traducteurs ne se connaissent pas assez. C'est comme, on me dit d'aller faire un sport. Moi, mettons, je fais beaucoup de courses, puis on me dit, tu vas aller t'entraîner en natation. Mais on m'explique pas les risques de la natation. C'est pas les mêmes muscles, c'est pas les mêmes étirements, les mêmes échauffements. Et puis, je risque de me blesser. Je trouve que actuellement, même les traducteurs chevronnés
ne sont pas équipés pour faire face. Ils détectent rapidement les problèmes, mais ils sont pas équipés pour faire face à l'IA pour cette raison-là. Alors, c'est un peu ça là, dont on a parlé. Et l'autre chose qu'on voit beaucoup, c'est que au lieu de partir, ChatGPT nous fait partir de la sortie machine, mais alors que la traduction normalement devrait partir du contexte, des inférences, de la sémantique, lexique, grammaire, le chemin est tout à fait inverse. Alors, on va pas du tout dans le même sens. On voit que la traduction est faite pour des enjeux économiques, la traduction IA, là, pas, en tout cas pour l'instant, là. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'avais commencé avec le fait de réviser plutôt que de traduire quand on nous arrive avec des textes qui ont été traduits, par exemple, avec ChatGPT. Ça, déjà, je pense que c'est pas vraiment une nouveauté parce qu'on le rencontrait déjà avec la sortie de DeepL. Donc, moi, je me souviens même déjà avant, là, 2021, je dirais, on a commencé à Oui. sentir on a commencé à sentir ça. Puis bon, après l'IA, je pense qu'elle a juste renforcé cette trajectoire parce que maintenant c'est plus juste des bombes, mais c'est l'IA. Mais juste pour préciser que c'est pas vraiment nouveau avec l'IA parce que on commençait déjà à avoir ce genre de problème avant avec la traduction automatique. Euh, honnêtement, je suis tout oui pour entendre tes solutions, Sylvie, par rapport à ces problèmes, ces enjeux-là de dépendance en ce qui concerne la cognition humaine. C'est certain, je pense que c'est aussi un trait humain de justement aller chercher le détour pour faciliter ce qu'on fait. Donc, c'est autant vrai au travail comme dans la vie au quotidien, je pense. Donc, le fait d'avoir un raccourci et de faire plus rapidement en travaillant avec l'IA, ben, forcément, oui, ça aura probablement un effet sur la cognition. Puis ça, ben, j'aimerais bien entendre tes solutions pour ça. Mais sinon, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que, et ça, on l'a appris, je pense que tout traducteur le sait, l'importance de mettre, par exemple, un texte de côté, puis de le relire à froid plus tard ou le lendemain. Bien, dans un contexte professionnel, c'est rarement faisable. Après ça, ça dépend Absolument. aussi des environnements, puis des professionnels, comment ils travaillent et tout. Mais bon, je dirais, en tout cas, dans mon cas, ça va extrêmement vite, tout va extrêmement vite. Donc, on a toujours l'obstacle du temps parce qu'il faut aller plus vite. On n'a pas toujours nécessairement le temps de prendre pour s'éloigner justement du texte traduit. Mais je pense que c'est ce qui va aider le plus. En tout cas, pour moi personnellement, très souvent, quand un texte est très important, et je le remarque, c'est toujours à la relecture à froid plus tard ou le lendemain ou à un autre moment que je vais soulever des choses que j'ai pas nécessairement vues au début. Et c'est l'enjeu aussi avec l'IA, c'est que euh, c'est très difficile parfois de repérer des choses qu'on pourrait améliorer parce que c'est tellement bien fait, justement, ou ça paraît bien. Trop, trop bien fait, trop bien Trop fait. bien fait. Ouais, ouais. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mm. En fait, comme solution que je verrais, il y a deux solutions. Une qui est psychologique, que je mets en place, c'est la méthode Pomodoro, Mm. qui est travailler 50 minutes, qui est utilisée dans toutes sortes de domaines, là. Et entre autres aussi pour faire dans les universités ici à Sherbrooke, c'est utilisé aussi pour ceux qui rédigent des thèses. Donc, un 50 minutes intense et un 10 minutes pour aller faire des étirements, respirer l'air frais, Mm. regarder ses courriels, donc toujours mettre ses courriels de côté. Ensuite, ce que je propose aussi, c'est la... Parce que quand on travaille dans l'environnement que nous imposent les entreprises pour des raisons, on le comprend, d'argent, et on comprend, on ne peut pas dire qu'on est contre ça parce que sinon ces entreprises-là vont fermer leurs portes. Donc, il faut Mm. trouver un compromis qui permet aux entreprises de faire de l'argent, mais qui n'hypothèque pas la santé des traducteurs. Alors, alors donc, le, 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 le rythme de travail que tu évoques et que j'ai vécu moi-même en entreprise pendant les 5 dernières années, entre autres parce que j'ai travaillé en entreprise, on peut
On peut le court-circuiter. On tombe en, là, je vais tomber avec les fameuses, le fameux cortisol que tout le monde connaît, qui est l'hormone de stress. Donc, on travaille en mode adrénaline et cortisol. Donc, si on a une façon rapide, qui peut être pendant ces 10 minutes-là, de revenir en mode, un autre mode plus serein, à part entre autres la cohérence cardiaque, à ce moment-là, notre esprit peut se sortir de l'effet tunnel que nous impose le cortisol pour élargir et regarder ou avoir conscience de ce qui se passe autour de soi. C'est là, d'ailleurs, tout le monde a fait la même erreur, tous les professionnels font la même erreur, c'est de faire la correction à la dernière minute, 10 minutes avant la tombée des textes. Et c'est là Ouais. qu'on fait les pires erreurs, parce qu'on est à fond la caisse dans le cortisol, donc l'effet tunnel, puis on voit plus les solutions. Mm. Donc, à ne pas faire. Donc, c'est ça, les solutions. Puis, je pense que c'est compatible. Donc, encore là, tout comme toi, je me dis, c'est d'en parler, de Ouais. l'essayer. Moi, je commence à l'essayer. Ben, ça fait plusieurs années que je le fais. Mhm. Et je fais même des étirements pendant ces 10 minutes-là parce que j'ai même pas le temps d'aller prendre une marche. On le sait, hein, quand ça fait des fois, on est 10 heures scotché devant l'ordinateur. Mais si je peux faire, j'ai un TRX ici, là, pour faire des étirements. Puis l'autre pause, ben, je vais faire de la cohérence cardiaque ou l'autre pause, je vais aller respirer sur la galerie. Alors, au moins, c'est pas comme aller arrêter, là, mais c'est des possibilités. Mais encore là, je suis pas sûre que les entreprises vont être prêtes à mettre des sous pour mettre en place, parce que ça demande certaines applications, ça demande de la formation, il faut former le personnel là-dessus. Donc, la résistance au changement, on va se heurter à la résistance au changement, forcément. Mais en tout cas, c'est ça que je vois qui pourrait... et puis ça, c'est un début, là. Il y a sûrement d'autres choses qui vont sortir. Je suis de très, très près l'évolution des recherches en neuropsychologie. Au rythme où ça se fait actuellement, ça se fait à peu près... faut faire à tous les 3 ou 6 mois, il y a des découvertes importantes qui se font. Donc, ça serait une possibilité. Euh, Puis ça éviterait justement l'atrophie des zones du langage. Ne serait-ce que ça, là. Donc, de maintenir la capacité de réflexion par ces petites astuces-là, ben, je pense que tout le monde va gagner, même les entreprises, parce qu'ils vont fidéliser davantage leur personnel. Euh, Tu soulèves la formation, tu as mentionné rapidement la formation, le besoin de formation, et c'est justement là où le bas blesse, à mon avis. Il n'y en a pas assez. Euh, c'est justement ce qui est important. Puis c'est ce qui manque. Donc, si c'est pas pris en charge par l'entreprise où on travaille, par exemple, c'est absolument nécessaire, au moins pour les travailleurs professionnels, mais aussi les Hmm. autonomes, je veux dire. Mais aussi les étudiants, par exemple, je pense Ben, doivent le avoir. problème, c'est que les étudiants, moi, j'entends des rumeurs qui circulent. Encore là, aujourd'hui, on est dans l'exploration, toi et moi, là. Ouais. J'entends des rumeurs qui circulent que dans les universités, on veut donner des cours de révision, de sortie machine, d'entrée de jeu au bac. Alors, je sais Ben pas. moi j'avais ce cours-là dans le cadre de Ah, mon traduction intéressant. à l'Université de Montréal, oui. J'étais aux études entre 2016 et 2020, donc j'ai terminé en 2020. Puis oui, moi j'avais un cours, c'était un cours obligatoire de post-édition. Donc, et c'est ce qui m'a C'était, choqué quand justement on commençait à parler de plus en plus de d'EPOL aux alentours là, de quand j'avais terminé, donc 2020, 2021 aussi, puis ensuite après avec la sortie de ChatGPT, ça m'a surpris de voir autant de professionnels traducteurs qui étaient surpris des demandes de faire de plus en plus de post-édition, que ce soit auprès des agences pour lesquelles ils travaillaient ou les clients peut-être. Mais moi, ça me surprenait parce que déjà pendant les études, c'était un cours obligatoire. Donc, c'était évident que c'était la suite logique qui serait qui se développerait davantage. Et surtout aujourd'hui, je veux dire, on ne fait que de la prostitution, bien honnêtement. Euh, absolument, bon, absolument. ouais. Donc, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter là-dessus? Euh, Attends un non, je petit pense peu. pas. Donc, on a vu que... Ah oui, mais en fait, l'intelligence artificielle par rapport... Mm. Là, on a vu par rapport à la compétence...
la conciliation des besoins de l'entreprise avec les besoins du traducteur. Mhm. Maintenant, comment est-ce que je pourrais dire ça? Est-ce qu'on peut regarder les avantages de l'intelligence artificielle parce que là, on parle de plus en plus de solopreneurs. Je pense que ça veut dire la même chose que les travailleurs autonomes, là. On dirait que la terminologie est en train de se développer. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mm. Alors, parlons de solopreneur. Je, Ouais. je suppose que t'es une solopreneur Oui, pas mal, autrement. oui. Oui, 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 avec un oui. E, R, OK. Ben moi, je préfère le E, oui. Comme OK, alors, travailleuse aussi. solopreneur. Je OK. préfère travailleur que travailleuse. C'est une préférence Euh, peut-être phonétique plus que oui, ben moi aussi, ça linguistique, m'agace hein. moins que, effectivement. Mm. Donc, si on regarde en quoi l'intelligence artificielle Bon. peut les aider, euh, Écoute, autant autant qu'on se questionne sur les obstacles et les risques que qu'on peut rencontrer avec l'intelligence artificielle. On a abordé, par exemple, les soucis cognitifs ou la dépendance. Euh, mais c'est là où c'est difficile parce que, justement, c'est un outil absolument incontournable, je dirais même indispensable, parce que on peut le personnaliser, justement, euh, selon nos attentes et surtout en traduction, on peut vraiment, c'est pas de la traduction automatique, non? On s'éloigne énormément de la traduction automatique. C'est vraiment un autre outil qui permet, qui est très polyvalent. Donc, on ne fait pas que de la traduction, mais qui peut venir nous appuyer dans nos tâches, de traduction. Donc, je sais pas moi, vraiment travailler avec, traduire en s'appuyant sur un glossaire ou un bitexte très précis, vraiment définir définir ce qu'on veut retrouver dans la traduction, s'appuyer sur des sources très précises. Tout ça, on avait rien de tout ça avec la traduction automatique, tandis que l'IA, ben, c'est ce que ça nous permet de faire et c'est tout autre chose. Ça devient un assistant dans la tâche de traduction. Donc, pour moi, en tout cas, c'est indispensable et c'est et, euh, difficile de retourner en arrière ah oui, une oui, fois qu'on travaille comme absolument. ça. Je veux Oui, dire, oui, on parle de absolument. dépendance, mais elle est où justement la ligne entre la dépendance et le besoin? Parce que on ne peut plus retourner en arrière quand on a Absolument. commencé à Absolument. travailler de cette manière et de réaliser justement tous les avantages parce que on travaille beaucoup mieux, on travaille beaucoup plus facilement, on a une aide personnalisée, on peut aussi faire plus si on le voudrait. Je veux dire, il n'y a plus de limite après ça quand on travaille. Effectivement, et tu parles d'une aide personnalisée, et moi je pense aux GPT personnalisés, entre C'est ça. autres, Oui. qui se Oui. font. Je dirais que c'est l'entrée d'accès le plus facile parce qu'après ça, il y a énormément d'outils, hein, des outils spécialisés en traduction. Il y en a de plus en plus, justement parce que on a de plus en plus d'outils sans codage, donc qui permet, on peut construire son propre logiciel service si on veut aujourd'hui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y en a à tous les jours là, qui sortent. C'est quand même exceptionnel. Donc, la programmation, elle est facilitée par des outils qui n'exigent pas de codage, ce qui fait qu'on peut vraiment construire toutes sortes de choses. Et ça, c'est à part tous les outils qui existent déjà, qui sont faits pour la traduction. Donc, entre un et l'autre, on va retrouver certaines différences, peut-être non seulement au niveau de l'interface, mais du fonctionnement. Ils vont intégrer forcément aussi des modèles d'IA. Entre les modèles, on retrouve quelques subtilités, quelques différences, mais ils sont tous très performants et plus on avance et plus justement, surtout les tops, là, si on veut, les top 5 ou les top 10, l'écart se restreint en ce qui concerne la performance des outils. Mais je veux dire, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire avec ça. On commence à voir de plus en plus aussi des outils émergents qui permettent de travailler sur local. Mais il y a quand même des enjeux avec ça dans le sens que, tu sais, ça peut exiger un certain matériel. Il y a l'installation aussi informatique qui est pas toujours facile pour quelqu'un qui est pas technique.
Mais on commence à voir aussi des fournisseurs qui offrent justement ce genre de solution qui permet de travailler sur local. Donc ça, d'emblée, ça résout le problème de la confidentialité des données, ce qui Oui. a toujours été le plus grand problème, le plus grand souci. Mais après ça, c'est pas la qualité, la performance n'est pas nécessairement la même que les outils en accès libre, par exemple. Donc, il y a quand même certains enjeux, mais je veux dire, on commence à voir de plus en plus de solutions là, autour de l'IA, mais tout tourne autour de ça. Mais même si on n'allait pas vers des solutions qui sont déjà préfaites, on peut, si je prends l'exemple de ChatGPT, vraiment construire un GPT, ce qui devient notre propre robot personnel avec nos propres contraintes et les instructions. C'est, je dirais, l'entrée la plus facile là, pour justement avoir son propre assistant là, pour ça. C'est Mm. ça. Puis, il y a aussi l'autre difficulté, c'est la multiplicité pardon, le ChatGPT, il y a Claude. On veut pas avoir 6 abonnements à payer par mois. Ouais. Euh, Parce on a d'autres choses, on a notre Internet. Si on a deux, trois euh, IA différentes, je sais que Claude ne fonctionne pas. Je l'ai pas utilisé. Moi, j'ai fait un choix. Puis j'ai remarqué que j'ai un coach là en automatisation. Fait que je me suis dit, il doit savoir lui. Et lui aussi essaie de ne pas s'éparpiller. Alors, il n'y a pas le danger, justement, faute de formation, qu'on s'éparpille, qu'on prenne plusieurs abonnements, puis finalement, c'est pas nécessaire. Ben, moi, je les utilise tous honnêtement, mais j'ai mon outil principal. Donc, mon outil principal, et ça, ça peut être différent, là, c'est pas. Mais moi, personnellement, mon outil principal, c'est ChatGPT parce que c'est celui que j'utilise de toute façon au quotidien depuis 3 ans, là. Mais je vais quand même aller sur Claude parfois, même Grok, DeepSeek. Je vais quand même toucher les autres, Gemini aussi beaucoup. Euh, et en fait, la question revient très souvent dernièrement, et probablement parce que justement, on est face à tellement d'outils que le choix devient difficile. On ne sait plus lequel est le meilleur. Tout le monde a tendance à aller chercher le meilleur. C'est lequel le meilleur, lequel. Et il n'y a pas de meilleur. Donc déjà, en termes de performance, plus on avance, plus l'écart se restreint. Donc, ils sont tous hyper performants. Après ça, on a peut-être c'est une question de préférence par rapport à l'interface. Et Mhm. ensuite, ben, certains outils sont faits plus pour certaines tâches que d'autres. Claude, par exemple, il est extrêmement aimé par les codeurs puis les programmeurs. Il fait beaucoup de codage. Donc, et puis aussi, surtout au début, là, mais il était connu pour traiter des documents, des PDF, des gros PDF de centaines de pages, ce que ChatGPT ne fait pas bien, par exemple. Donc, OK. et Gemini, ben, c'est la multimodalité. Donc, chaque outil va avoir une certaine, va avoir des capacités un petit peu différentes, mais sinon, on pourrait faire la même chose avec chacun des outils. Donc, moi, je conseille toujours de choisir un outil principal, puis après ça, ben, ça ne nous empêche pas non plus d'aller faire des comparaisons, puis d'aller essayer ou tester des choses sur les autres outils. Par contre, il faut faire la différence entre un besoin ponctuel et un besoin qui va euh, perdurer dans le temps. Parce que si je prends l'exemple, par exemple, de ChatGPT, qui a, selon moi, la capacité, la plus grande capacité de personnalisation quasiment illimitée par rapport aux autres, c'est justement le fait de l'utiliser régulièrement, de l'ajuster mis à part là, la personnalisation dans les paramètres qu'on peut ajuster, mais à part ça, le fait de échanger régulièrement, de préciser les erreurs, les réussites, il fait en sorte il finit par s'ajuster. Il s'ajuste tout seul. Et ça, c'est à force de converser, de dialoguer, ça fait en sorte de l'ajuster. Donc, si on utilise un outil de façon ponctuelle, on n'a pas cette possibilité-là Non. justement de l'ajuster selon nos attentes. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est toujours meilleur d'avoir un outil principal et après ça, ben, les autres deviennent complémentaires. Donc, c'est pas vraiment nécessaire d'avoir 5 abonnements ou 4 abonnements, même si ça pourrait être le cas, là. Mais je pense qu'en ayant juste un abonnement, mais de l'utiliser comme outil principal, ben, les autres, ils ont tous les forfaits aussi gratuits pour faire les tests et les essais. Puis si on prend par exemple des psy, c'est gratuit de toute façon.
Mais je dirais que ce sont des outils complémentaires, donc pour faire des comparaisons, pour aller tester. Euh, mais ce qui va vraiment faire en sorte d'ajuster un modèle à nos attentes et à nos besoins, c'est de l'utiliser régulièrement et de faire l'exercice de justement souligner les erreurs, les réussites et tout ça. Euh, Moi, j'utilise un GPT personnalisé, puis Mm. encore là, pour répondre à ta question, quelle solution que j'ai par rapport à ce genre de travail-là? Je connais les processus, la structure profonde, là. On en a Oui. parlé avec Thomas Daquin. La structure profonde, j'ai étudié la linguistique avec la grammaire de cas de Fillmore pendant mon doctorat. Mm. Donc, je suis capable de faire ce qu'on appelle aujourd'hui, à l'époque, on appelait ça des analyses propositionnelles. Aujourd'hui, on appelle ça des graphes de connaissances. C'est beaucoup plus large, par contre, là. Un graphe de connaissances, ça peut être dans la gestion, ça peut être dans toutes sortes de choses, mais c'est des graphes de connaissances. Et quand j'ai à réviser quelque chose ou que j'ai un texte anglais que j'ai terminé, que je m'auto-révise aussi, je peux lancer la fonction générer la structure profonde. Parce que c'est ça tout à l'heure dont je parlais, c'est que naturellement, on doit partir du contexte de la situation, du vouloir dire, on remonte jusqu'à à la grammaire. Mais là, on est obligé de faire l'inverse. Alors, connaissant comment notre esprit fonctionne, puis que comme ChatGPT est vraiment gentil là, là-dessus, il apprend bien, on Mm. peut faire des graphes de connaissances adaptés à chaque texte. Et là, quand on a notre graphe de connaissances en anglais et en français, on peut voir facilement les problèmes de cohérence, de cohésion, les Mm. contresens, parce qu'on va voir, puis il va nous le détecter aussi, il va dire, ah, ça correspond pas. Mais là, on est en structure profonde, là. Donc, c'est ça. Il va aussi détecter les connaissances qu'on doit injecter dans un texte pour le comprendre. Souvent, le texte écrit ne dit pas tout, pas plus que vocalement, on ne dit pas tout dans les mots qu'on prononce. Donc, il y a des connaissances qui sont nécessaires pour comprendre le texte que le traducteur n'a pas nécessairement. Puis il ne détecte pas toujours non plus parce qu'à cause de la pression de temps là, dont qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc encore là, je peux lui demander de faire le modèle situationnel ou l'organigramme des connaissances qui sont nécessaires. Fait que c'est ce que je vois. Puis ça, je pense il l'apprend bien. Et puis je pense qu'à ce moment-là, on va plus vite mais vitesse et efficacité vitesse, efficacité et qualité avec cette façon-là de faire. En tout cas, c'est vers ça là, que je vois Mm. qu'on peut s'en aller. Parce qu'il faut Oui, vraiment aller excellent. dans la structure profonde. Chomsky, redécouvrir Ouais. Chomsky, Fillmore, Catford, qui était dans les années 60 à l'époque de la guerre froide entre la Russie et puis les États-Unis. Les États-Unis ont mis beaucoup d'argent pour essayer de développer un programme pour décoder les journaux, là. Ils voulaient savoir ce qui se passait Mm. en Russie. Ils ont jeté la serviette à un moment donné parce qu'il n'y avait pas la technologie pour ni les connaissances. Mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Moi, que j'ai récupéré, puis que je vois que Thomas d'Aquin a récupéré, puis je vois que c'est la façon de faire. Encore là, on retombe au même problème qu'on a évoqué, toi et moi, tout à l'heure, la formation et l'insuffisance de la formation. Ouais. Les entreprises qui ont une masse salariale de 2 millions de dollars tombent sous le coup de la loi du 1% qui les oblige. Je sais plus s'ils appellent ça du 1%. Ils appellent ça du 1% parce que quand la loi a été adoptée, c'était 1% de la masse salariale. Maintenant, c'est 2%, mais en tout cas, disons la loi du 1%. Et ils sont tenus d'utiliser pour faire donner de la formation à leurs employés, sans quoi ils sont obligés de verser cette somme-là sous forme d'impôt. Donc, Mm. c'est une forme, ça, c'est des choses que j'ai apprises avec le temps, puis que je sais d'expérience que très peu de traducteurs connaissent. Fait Ouais. que, Mais mais par rapport au graphe, est-ce que tu as peut-être fait un GPT avec ça en tenant compte oui, Oui, hein? Ouais. ben, je vous invite à venir la semaine prochaine au webinaire pour les réviseurs Québec. Au Réviseur Vous m'avez Québec, oui. invité, ça va être Mhm. l'objet de la révision. Alors, on va travailler, puis j'essaie de voir si je pourrais pas créer des GPT personnalisés juste pour l'examen, parce que pas l'examen, pour l'exercice, Mhm. les exercices que je vais donner à faire, parce qu'on m'a demandé d'avoir du concret. Donc, ça va être du concret sous forme de prompt. Je sais pas, requête ou invite, là, je sais pas quelle terminologie Ouais. utiliser.
Mhm. Et puis des GPT personnalisés. Mais le problème que je vois, c'est comme celui que tu as évoqué, c'est un GPT, j'en fais, mettons qu'il y a 10 personnes, j'en fais 10, ça je peux le faire avec mon GPT personnalisé, ça me coûte pas plus cher, mais il sera pas formé, chaque GPT personnalisé n'aura pas la formation nécessaire Mhm. pour optimiser, là. En tout cas, là, je suis en réflexion, là, ce que je vais faire avec ça, Ouais. là. Ouais, mais c'est effectivement très intéressant. Et c'est justement ce qu'il faut réaliser avec l'IA, c'est que on a cet outil qui a une capacité, si on peut dire, infinie. Donc, c'est de nous-mêmes trouver des moyens d'innover avec ça et d'essayer de voir comment justement j'ai certaines compétences, j'ai certaines connaissances, comment est-ce que je peux augmenter justement mes compétences et mes connaissances parce que l'IA, c'est ce que ça permet de faire, d'amplifier ce que nous, on sait déjà. J'aime bien le reprendre ce que Yann LeCun avait dit à un moment donné. Il disait nos jambes, non, non, la voiture est l'extension de nos jambes, Mhm. tout comme l'intelligence artificielle est l'extension de notre cerveau. C'est ça. Exactement. Et, J'aime bien. J'aime vraiment ouais. ça. Ah Mm, oui? mm, C'est ça. C'est comme ça que je le vois aussi. Par contre, on sait qu'il y a des traducteurs que on n'a pas tous des collègues qui sont honnêtes. Ils vont prendre une sortie machine. Moi, j'ai entendu ça encore là, des rumeurs. Là, j'ai pas, j'ai des employeurs qui me disaient, ben, pas, qui faisaient affaire avec des pigistes qui leur remettaient quasiment une sortie ChatGPT avec deux, trois corrections, puis qui se faisaient ouais. payer 20 cents du mot, là. Ça, Ah c'est, ben ça, c'est quand même incroyable. J'avais publié récemment là-dessus. Même les hallucinations, parce que l'IA, elle hallucine, OK? Donc, c'est à nous d'avoir le jugement de justement faire attention dans la relecture et la vérification aussi des faits qui va nous donner ne pas le prendre pour acquis. Donc, il y a quand même un travail de vérification à faire et c'est à nous de justement être garant comme et de la responsabilité de ce qu'on fait et de ce qu'on reçoit avec l'IA. Mais c'est quand même exceptionnel le fait qu'on retrouve des hallucinations, donc des faits qui sont inexacts dans absolument tout. Les études de recherche scientifique, euh, bon, les articles et tout ça, ça c'est bien évident là, sur le web, mais je veux dire, même dans des ouvrages qui sont, on serait surpris de savoir qu'on les retrouve même dans ce genre d'ouvrages-là, comme les études scientifiques, des rapports de Deloitte de valeur de millions de dollars auprès du gouvernement canadien, le gouvernement australien aussi. Euh, c'est quand même exceptionnel. On dirait que même se relire, puis le discernement, peut-être le jugement humain, c'est devenu rare quand on remarque tout ça, ça. C'est exactement. quand même Et, incroyable. tu m'ouvres la porte. Je voulais te Mhm. parler, c'est Monsieur Barabé qui m'en a parlé, puis j'ai vu ça aussi ailleurs. Le MIT vient de sortir un rapport en 2025 sur l'état, les profits que génère l'intelligence artificielle dans les entreprises. Et ce qu'ils appelle le return of investment, le ROI, là, est à peu près égal à zéro. Les Ouais. problèmes, j'ai lu rapidement, là, Donald me l'a envoyé, j'ai lu rapidement. Ce que j'ai compris, c'est que le problème, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est les compétences des gens qui installent l'intelligence artificielle dans les entreprises. Et là où ça marche le plus, c'est justement des solopreneurs ou des petites équipes, là, qui sont deux, trois. Et puis là, eux, là, ils peuvent faire des millions de dollars de profit, là. Mais les grosses entreprises, en général, d'après le MIT, c'est à peu près 0%. Oui, ben c'est aussi à cause c'est de la structure. C'est aussi à cause de Mhm. la structure administrative, très souvent avec les grandes entreprises, tout comme aussi dans les institutions et tout ça. Il y a une lourdeur administrative qui fait en sorte que c'est lent. Il y a des approbations qui doivent être effectuées. Donc le processus, il est beaucoup plus lent que pour une personne qui peut euh, expérimenter, tester, mettre en œuvre très rapidement, là. Il n'y a pas besoin d'approbation pour Exactement. ça. Donc, Non, c'est ouais. ça. Et puis qui ont des nouvelles idées, Ouais, généralement, c'est des idées, ils ont trouvé un créneau où ils pouvaient se démarquer. Et puis comme ils sont petits, ils vont pouvoir se démarquer rapidement, faire beaucoup d'argent, fait qu'ils sont exactement. motivés. Parce une Exactement. grosse entreprise n'a pas cette motivation-là. Ouais. Et bien honnêtement, c'est le message que j'essaie de transmettre
en général à tous les langagiers professionnels, pas juste les traducteurs, mais les rédacteurs et tout ça. C'est vraiment ce travail-là qu'il va falloir faire. On doit se réorienter, pas nécessairement se réorienter, mais plutôt se repositionner pour justement aller chercher qu'est-ce qui nous démarque. Ça peut être soit dans le secteur d'activité ou dans la tâche qu'on a, que ce soit dans le technique ou autre, par As-tu exemple. des idées à proposer aux gens Des idées. Ben, déjà, je pense qu'il y a un besoin de complémentarité. Donc, la traduction en tant que telle, je veux dire, il faut se rendre à l'évidence que le métier évolue. Je veux dire, je veux pas dire qu'il disparaît, mais c'est certain qu'il évolue. La tâche, elle évolue. On a dit, par exemple, qu'on fait quasiment juste de la post-édition maintenant. Euh, donc, ça, c'est une chose, mais la traduction a très longtemps été les traducteurs, je dirais, ont pendant très longtemps été des exécutants. Donc, on s'exécutait à traduire. Ben, maintenant, il y a la machine qui traduit. Donc, la machine devient l'exécutant et nous, on devient un pilote, si on veut, le garant de la justesse de ce qu'on fait avec. On a la responsabilité du travail final. Mais sinon, on ne s'exécute plus comme on le faisait avant, par exemple. Donc, c'est cette différence-là qu'il faut reconnaître, ce qui fait on doit se repositionner aussi comme des spécialistes langagiers, par exemple. On peut être un partenaire langagier. Là, ça dépend aussi si le genre d'entreprise avec lequel on travaille ou le secteur d'activité aussi, ça peut être différent. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. Donc, l'idée, c'est de trouver comment on peut se démarquer. Ça pourrait passer par une polyvalence de compétences. Donc, peut-être que il faut aller chercher certaines compétences complémentaires à la traduction. Parce que justement, la traduction, ben, il y a la machine qui va le faire. Oui, on peut garantir la sortie, mais si on peut se démarquer avec des compétences complémentaires, ça peut être le graphisme, ça peut être, je sais pas, ça dépend. Est-ce qu'on traduit des sites web ou on fait de la traduction technique? Je peux pas, je sais pas là, j'étais pas préparée pour donner des exemples. Je peux certainement Non, mais citer c'est certains, correct. là, On mais explore, là, toi et moi. ouais, oui, mais non, je pense que c'est surtout ça. Comme moi, par exemple, et c'est drôle, mais moi, même avant l'IA et tout ça, quand j'ai terminé mes études et puis que je me suis lancée à mon compte, mon premier réflexe a justement été comment est-ce que je peux me démarquer. Puis moi, je baigne dans les deux communautés anglophones et francophones à Montréal depuis toujours. Je suis parfaitement bilingue. J'ai le double agrément aussi auprès de l'OTSEC, donc je traduis autant vers le Oui, français que bravo. l'anglais. T'étais une des Et rares, hein, d'ailleurs. T'étais une des peut-être, rares. oui, mais justement, c'est ce que j'ai pu moi remarquer pour moi-même qui me démarquait. Donc, Ah, oui, c'est ce qui, parce que quand on parle de aller chercher qu'est-ce qui nous démarque, c'est de justement voir, OK, qu'est-ce que je fais différemment? Qu'est-ce que j'ai de différent ou de plus que je pourrais. Bon, pour moi, ça a été le bilinguisme parce que ben, c'est ma réalité, c'est mon identité. Mais justement, en faisant une veille, parce que forcément, il faut aussi regarder ce qui se fait autour, c'est ce qui nous permet justement d'aller combler des fossés, combler des lacunes ou apporter quelque chose de différent ou de nouveau. Donc, moi, quand j'avais fait ce travail-là en 2020, c'est ça qui aurait sorti, c'est ce qui avait ressorti pour moi. Donc, c'était le bilinguisme. Et je me suis positionnée comme une pro bilingue, tu vois, j'ai joué avec ce genre de termes-là. Bon, dans mon cas, j'avais cette affinité quand même pour la technologie, donc ça a été un secteur que j'ai toujours de toute façon voulu poursuivre, là, donc avec la technologie web, l'informatique et tout ça. Euh, Ce qui rejoint, veux pas, avec l'intelligence artificielle, ça m'a beaucoup aidé là, quand ça c'est arrivé. Euh, quand ça a été, quand l'engouement a été très grand, là, parce que sinon, c'est pas oui. nouveau, hein, tu le sais, c'est pas, Mhm. Non. d'hier non plus. C'est juste que c'est devenu un buzz, là, énormément. Ben, c'est aussi dans les mains de tous, ce qui diffère aussi d'une époque où c'était réservé aux chercheurs qui œuvraient dans ce domaine-là, tandis que maintenant, c'est comme on est tous des utilisateurs de l'IA, si on veut. Mais sinon, c'est ça, c'est de faire le travail déjà en première chose, de faire une veille, de voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se fait, puis ensuite de faire un travail vraiment.
personnel et intérieur de voir, OK, qu'est-ce que moi j'ai qui peut se différer de ce qu'il y a là. Puis ben, pour moi, ça a été le bilinguisme, mais ça peut être des compétences en affaires, en graphisme, ça peut être peut-être qu'il y a des traducteurs aussi qui ont des compétences, je sais pas, par exemple dans le secteur financier, qui ont travaillé de très proche dans le secteur financier ou dans l'immobilier. Donc, c'est ça qu'il faut mettre de l'avant, pas la traduction, mais cette deuxième compétence. Et c'est ça qui va Mais ressortir le secteur, faut faire ouais. attention parce que si tu t'en vas dans le secteur automobile, ben, Ouais. même si la personne a beaucoup de compétences, en tout cas les voitures à essence, disons là. Mm, Puis même les piles, c'est pas gagné là. Alors, mm, faut faire attention, faut choisir avec discernement. ouais. C'est ça qui est pas facile. Puis il faut choisir aussi. euh, des secteurs où, en tout cas, nous, on est en train de mettre au point, là, avec Ingrid Leboulaire, Patrice Dussault et moi-même, un programme de formation pour repositionner les traducteurs, donc trouver leur secteur de compétences, Mm, mais où ils pourraient se démarquer, mais avec le chiffre d'affaires, ou comment, le PIB, là, qui est ouais. généré. Alors, Mhm. ben, le secteur automobile que j'ai évoqué, tout le monde a compris, là, mais il y a peut-être des secteurs qui sont beaucoup plus, c'est moins évident pour nous. Donc, il y a des façons d'aller voir ça, là. Alors, s'il y en a qui veulent suivre la formation, on va la commencer très bientôt, Ouais. justement pour mieux cibler notre client idéal. Et puis, idéal, j'ai appris que c'est un anglicisme. Ingrid nous a parlé de ça. En Mm, fait, c'est pas le client qu'on veut avoir, c'est le client type. mm, C'est ideal, là. C'est pas mhm, le sens, c'est pas le sens de idéal en français. mm. Donc, voir le client type dans un secteur, puis voir après ça si ça nous convient, là. Ouais. On va s'en aller vers ça. Le problème qu'on a, t'as parlé du fait que on était des exécutants, c'était dans notre esprit, on sortait avec notre diplôme en main, avec l'idée qu'on allait travailler pour le gouvernement ou des grosses entreprises qui allaient nous donner du Voilà. travail. Et là, donc, on a attiré beaucoup dans notre profession d'introvertis, de personnes introverties, qui Ouais. là doivent soudainement euh, aller, je peux pas dire cogner aux portes là parce que ça se fait plus, mais Ben, aller, ça se fait, oui, je dirais que c'est encore, ouais, c'est encore de mise. Ah bon, je ok. pense que Donc, oui. Oui. en tout cas, aller voir après avoir fait un travail d'introspection, comme tu l'as dit, un Mm, travail aussi de veille, comme tu l'as dit. mm. Mais après ça, aller voir et trouver la bonne personne dans les entreprises. Parce C'est ce que, qui est le moins évident. comment Trouver la j'ai bonne commencé à... personne. Ouais. Vas-y, oui, vas-y. C'est ça qui est effectivement le moins évident parce que sinon, les informations, les coordonnées, que ce soit sur LinkedIn ou sur Internet, on les retrouve. Mais après ça, entre envoyer un courriel à info@entreprise X et trouver la bonne personne, c'est ça qui est parfois difficile. Oui, et puis, parce que ce que je suis en train de voir, c'est que souvent, les directeurs de marketing et les gestionnaires de projets n'ont pas intérêt à faire affaire avec des gens comme nous. Là. Je parle de consultants, là, je parle pas du Ouais, traducteur exécutant. ouais, Parce que eux, le directeur de marketing a un objectif financier à atteindre. Le 31 décembre, il doit dire à son boss, au conseil d'administration, j'ai atteint mon objectif, donnez-moi ma prime de rendement, mettons. ouais. Euh, donc, c'est pas ces personnes-là qui vont, alors que nous, on se démène pour leur dire, ben, faites affaire avec nous parce que vous allez faire encore plus d'argent, vous allez augmenter votre visibilité. Donc, Mm, c'est ça là, qui est très difficile actuellement. Les gestionnaires de projet non plus, parce qu'ils sont à rendement. Ils doivent faire tant de textes pour tel client, et puis mm, comme les traducteurs sont à rendement. Et mm. ce qui est intéressant, c'est plus les entreprises euh, m- intermédiaires, les PME, là. Pas les jeunes pousses, parce qu'elles ont pas de moyens, elles ont pas les moyens de payer des frais de Mm. traducteur, mais entre les deux, là. Alors, mais c'est de les trouver, puis c'est de trouver la bonne personne et cerner le Ouais, besoin de la personne parce que c'est beau de l'avoir cerné au Québec, mais elle veut aller où la personne? Elle veut s'en aller en Espagne, elle veut s'en aller, tu sais, elle veut sûrement pas aux États-Unis, là, je pense que là, c'est assez clair pour tout le monde. Mais, tu sais, c'est ça, là, qui est difficile. Puis d'établir un lien de confiance. Puis on a des oui, introvertis, on a beaucoup d'introvertis dans notre groupe ouais.
dans notre métier. Si je peux donner un autre conseil par rapport à ça, qui fonctionne très très bien, du moins pour moi, je l'utilise. Mais là, ça fait un bout, mais sinon je l'utilisais. Puis quand l'occasion se présente, j'hésite pas à le faire. Mais quand je tombe justement, par exemple, sur un site web qui a énormément d'erreurs, je vais faire des captures d'écran. Et c'est avec ces captures d'écran que je vais envoyer mon courriel ou mon message pour leur montrer justement. Et ça fait extrêmement différent, je pense, que de simplement se poser comme quelqu'un qui veut soumissionner pour un service de traduction ou de révision. Euh, Chaque fois que je l'ai fait, le client n'a pas hésité et ils ont été même très contents d'avoir cette option-là de pouvoir justement faire corriger leurs erreurs. Je pense que c'est plus frappant que de simplement se poser comme un soumissionnaire là, pour des services donnés. Te fait Ouais, ressortir, en fait, un problème qu'ils ne ouais. connaissaient pas, mais dont ils ont vu la gravité avec les captures Oui, d'écran. c'est quand on le voit directement que je pense que c'est plus parlant, si on peut être là, probablement. Parce que tout est là, toute la différence, elle est là, hein, comme l'approche. Donc, comment on approche les gens, la façon, l'argument est très important aussi. C'est ça. Et c'est là où je dis très souvent, je conseille très souvent qu'on doit s'éloigner du terme traduction. On doit s'éloigner puis trouver C'est d'autres ça. façons d'aborder le problème, même si au final, on finit par faire la même chose, mais il faut l'aborder de manière très différente parce qu'en ce moment, c'est vu comme une tâche anodine que l'IA justement peut faire et elle le fait en fait. D'ailleurs, en 2026, les nouvelles technologies qui s'en viennent vont être encore plus puissantes que les technologies actuelles. Elles vont pouvoir planifier. Ben oui, les Oui, technologies, non? c'est la même technologie. On parle toujours d'intelligence artificielle, mais oui, ça c'était prévu déjà l'an dernier. On Oui, commençait à aborder de plus en plus l'IA agentique. oui, Donc, donne des capacités agentives aux robots conversationnels. D'ailleurs, j'ai publié hier un guide très long, mais très exhaustif sur les différences. Ben, le fait, c'est de comprendre l'autonomie des différents outils d'intelligence artificielle, mais c'est aussi, ça permet aussi de faire de mieux comprendre la différence entre, par exemple, un agent conversationnel et un agent IA. Donc, très facile de se confondre entre les deux alors que ce sont oui. deux choses complètement différentes. Même chose avec l'IA agentique et l'automatisation IA, l'automatisation classique puis l'automatisation IA. J'ai essayé de faire un travail pour clarifier tout ça. Je vais décliner c'est un billet de blog qui est quand même très long. Je vais le décliner en format plus digeste, je pense. D'ailleurs, j'ai eu le commentaire si c'était possible d'avoir un format plus digeste, que je vais faire peut-être sous forme de vidéo aussi parce que j'ai des tests que je veux faire avec la vidéo IA pour de la vidéo, des vidéos instructives, éducatives. Mais bref, oui, on parle de plus en plus d'agents. En ce moment, je suis en train de tester aussi différents agents. Donc, j'ai une tâche que je me sers, pour laquelle je me sers comme exercice de test. Et en fait, c'est l'envoi de mon infolettre pour l'hebdo-IA. Mais parce que la tâche, elle est très particulière, elle exige différentes petites micro-décisions. Donc, je me dis que c'est un exercice qui va se prêter bien pour tester les agents IA. Donc, j'ai commencé avec le mode agent de ChatGPT parce que ChatGPT, c'est drôle, il y a plusieurs personnes ne le savaient pas, mais même dans ChatGPT, on peut déclencher le mode agent, ce qui lui donne des capacités agentives. Et la grande différence, ou ce qu'on doit retenir entre un robot conversationnel, par exemple, ou un agent conversationnel, si on veut, puis comme ChatGPT, et un agent IA, ben, c'est la capacité d'agir plutôt que de seulement se limiter à répondre. Donc, quand on va sur ChatGPT, par exemple, on peut converser, on lance une requête, on reçoit une réponse. Mais avec le mode agent, ce qui lui donne une capacité agentive, il peut agir. Donc, il peut aller parcourir le web, il peut créer des fichiers, il peut organiser des, euh, des dossiers. Donc, ça lui donne cette capacité-là de mener certaines actions. J'avais commencé, puis c'était quand même intéressant parce qu'on le voit aller là, dans son environnement. Mais bon, c'était pas très concluant parce que de toute façon, à la toute fin, ça lui avait pris environ 40 minutes.
Il y avait des erreurs, des oublis, donc j'ai conclu que c'était un échec pour ChatGPT. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce matin, c'était la deuxième semaine, je testais Cowork, qui est l'agent de Claude, et ça a été un échec total, mais plutôt technique dans cette fois-ci, parce que j'avais beau installer l'appli pour Cowork, ça n'avait pas marché. J'ai dû réinstaller 3 fois, repartir l'ordinateur 3 fois. Bref, ça n'avait pas marché. Ça a été un échec, mais plutôt technique. Tandis qu'avec ChatGPT, le mode agent, ça avait fonctionné, mais le résultat ne pouvait pas remplacer ce que je fais. Puis mon objectif avec cet exercice-là, en fait, c'est de réduire 3 heures de travail à 1 heure. C'est quelque chose qui me prend 3 heures chaque semaine. Et je teste justement tous les agents un à la fois. La semaine prochaine, je vais tester Manus avec le même exercice pour voir justement quel agent va m'aider à réduire de 3 heures à 1 heure cette tâche-là que j'ai moi, de façon hebdomadaire. Euh, c'est ça la différence des agents, c'est aller un peu plus loin que de simplement converser avec. Donc, il peut mener des actions, par exemple, il peut réserver un vol. On pourrait demander d'aller nous trouver un vol pour telle date, de nous dresser les prix. Il va faire les comparaisons, il va dresser les prix et puis vraiment lui demander, OK, ben, il va réserver le vol et il va le réserver, ou bien une table dans un restaurant, par exemple, ou peut-être d'autres choses. Euh, Bref, comme les exemples que j'ai donnés, là, organiser des dossiers, créer des fichiers, euh, parcourir le web, recenser des informations sur le web dans un fichier. Bref, c'est de mener des actions plutôt que de simplement converser. Une action que je vois qui commence à s'implanter parce que j'ai fait quelques épisodes autour du traducteur avec des interprètes. Donc, ils doivent toujours étudier avant de se retrouver en cabine. Et eux, ils ont intérêt à raccourcir le temps nécessaire à l'étude. Alors, souvent, quand le client leur fournit la documentation ou s'ils en trouvent, ils vont générer un podcast. Hmm. Donc, ça leur permet d'aller courir, mettre, Ah ben d'écouter. oui, ouais, Alors, excellente idée. Ben oui, c'est vrai. ça serait, je pense, ce genre d'utilisation là que je verrais avec les Ouais. agents. Ben, Mhm. ça, pas vraiment. On peut le faire, par exemple, avec Gemini ou Ah, OK. NoteBookLM. Mhm. NoteBookLM permet justement de lui fournir des sources, que ce soit sous forme de PDF ou même des sites web ou même des liens de vidéos YouTube, et on peut lui demander un balado. Je pense qu'on peut même définir le temps et ça devient, c'est un résumé sous forme de Oui, balado. c'est Euh, ça. donc, pas vraiment d'agent pour faire ça. On peut faire ça avec un Notebook LM, mais c'est une excellente idée, en fait. Ouais, C'est j'avais pas pensé. vraiment intéressant. Ouais. Euh, c'est ça. Alors là, on a vu un petit peu ça là qui s'en vient. Et le gros défi, en fait, c'est que moi, ce que j'ai lu là, d'ailleurs, j'invite les gens à lire les 4 articles qui sont comme indiqués comme source dans le descriptif. C'est que le défi, ça sera pas pour les traducteurs de se mettre à jour, mais de suivre le rythme auquel les changements vont se succéder. Et Alors, tu sais, honnêtement, je sais qu'on approche la fin, mais c'est très important parce que euh, moi, j'informe, OK, sur les avancées, puis les outils émergents et tout ça depuis le tout début, ben depuis, oui, ça oui, va faire 3 ans, OK? Et ce que je remarque, c'est parce que tout avance à une vitesse vraiment incroyable. Et cette courbe d'apprentissage, ben, elle devient de plus en plus prononcée. Parce que il y a 2 ans, par exemple, ou même 3 ans, c'était que ChatGPT avec une poignée de fonctions. Oui, on pouvait expérimenter, mais je veux dire, il y avait que ça. Après ça, on a commencé à voir tous les autres outils qui se sont enchaînés avec Gemini, puis Claude, puis Grok, puis bon, tous les autres. Là, on parle aussi de capacité puis de fonctionnalité qui évoluent aussi. Ça en fait beaucoup. Quelqu'un qui commence aujourd'hui a beaucoup plus à apprendre que s'il avait commencé il y a 2 ans hmm, en absolument. ayant commencé plus tôt, et parce que même pour moi, c'est extrêmement difficile de garder le cap puis de suivre tout ça, et c'est absolument impossible humainement de tout tester, de tout faire, de tout. C'est impossible. Euh, et pourtant, je me dis, quelqu'un qui commence là et qui doit commencer à la base parce que pour moi, la base, c'est de maîtriser comment, ben, c'est 2 choses. C'est de comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle puis les robots conversationnels qu'on utilise et de maîtriser justement l'ingénierie de requête, par exemple.
Donc, comment converser, pourquoi certaines erreurs surviennent. J'avais publié sur les hallucinations qui est vraiment éclair là-dessus. Parce que par rapport aux hallucinations, autant que l'intelligence artificielle, les développements sont en cours et puis que ça devient de plus en plus, s'améliore de plus en plus, la question sur les hallucinations ne partira jamais. Ce sera toujours le cas. Donc, il faut savoir les gérer et faire la différence entre les hallucinations, par exemple, intrinsèques et extrinsèques. Donc là, je ne veux pas trop m'éloigner dans les détails, mais je veux dire, je pense qu'il y a les deux premières choses pour quelqu'un qui débute avec les outils, c'est de savoir comment ils fonctionnent, savoir comment l'utiliser. Puis après ça, ben, on tombe dans les agents, puis oh, tu sais, ça continue, là. Donc, il y a beaucoup plus, la courbe d'apprentissage, plus on avance, plus elle est prononcée. Donc, plus vous attendez pour apprendre, pour commencer à apprendre, ben, plus il y en aura à apprendre, plus ce sera difficile. Ben, C'est le d'ailleurs, message que j'essaie de véhiculer, c'est pas ça, mais il pour y a beaucoup. créer de la FOMO ou quoi que ce soit, là, bien honnêtement, mais c'est parce C'est que la réalité. Il y en a beaucoup qui ont, j'ai parlé au directeur de l'école de Glendon en interprétation, puis à d'autres professeurs. Et puis, il y en a beaucoup qui, quand ils ont vu la technologie arriver, ils ont pris leur retraite. oui, Ils voulaient pas faire le, tu sais, eux autres en cabine, ils étaient bien. ouais. Puis en traduction, il y en a beaucoup aussi qui prennent leur retraite devant l'amplitude des changements à apporter. Oui, et c'est compréhensible, bien honnêtement. Oui, C'est tout à fait compréhensible, surtout pour les plus chevronnés qui oui, peuvent même se oui, permettre peut-être une retraite anticipée, là. Je veux dire, peut-être, tu sais, quand ça arrive 5 ans exactement. plus tôt que prévu, ou même peut-être 10 ans, peut-être, c'est possible. Mais c'est compréhensible, c'est tout à fait compréhensible. Surtout après autant d'années de service, on n'a peut-être pas toujours nécessairement envie de devoir se remettre à jour Oh, et absolument. puis C'est pas une un manque, simple mise à jour, c'est une non, mise à c'est jour ça, puis qui est le quand manque même de soutien. extrêmement C'est difficile parce qu'il n'y a pas de soutien, hmm. parce que on dit que la courbe est devenue de plus en plus Ouais, abrupte, mais ouais, ça veut dire que le traducteur ou la traductrice doit payer là on parle des solopreneurs, là, ouais, de leur poche des heures de formation. Donc pendant qu'ils payent ces heures-là, l'argent hmm, ne rentre pas, donc on multiplie par deux, là. ouais. Et Ben, là, il faut que ça s'aille de plus en plus vite, là. Là, ça va oui, plus, là. juste attention avec ça parce qu'en Oui, fait, tous les géants de la tech dispensent des cours, des formations, des capsules qui sont gratuites sur YouTube. YouTube, c'est devenu une université, honnêtement, là. On peut tout apprendre là-dessus. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Donc, c'est pas présenté de façon encadrée. non, c'est Donc, la ça. difficulté, elle est là, d'aller Oui. fouiller, d'aller chercher, puis de finalement, ça prend peut-être plus de temps, mais je veux dire, la possibilité, elle existe par contre. Faut pas penser non plus qu'il faut absolument et à tout prix dépenser. On pourrait dépenser absolument zéro. Toutes les formations sont accessibles. Euh, Après ça, il y a évidemment aussi des formations payantes et à toutes Mhm. les sauces dans le sens que, tu sais, pour traducteurs, pour ci, pour ça, il y en a vraiment énormément à profusion. Mais je pense que c'est important aussi de mettre en lumière qu'il y a aussi l'option d'apprendre gratuitement. Je pense pas que c'est un hasard que tous les géants de la tête, Microsoft, Google, euh, mais même les fournisseurs comme OpenAI, Anthropic, ils mettent tous à disposition gratuitement des guides, des vidéos, des tutoriels, des formations, des tu sais, formations micro-apprentissage, des capsules est très, très, très exhaustif et étoffé. Tout est là. Peut-être pas en français, pas toujours en français. Par exemple, Claude OpenAI et Anthropic, je pense qu'ils sont juste en anglais, mais Microsoft, il y a aussi en français. Je pense que Google aussi maintenant offre dans les deux langues. Puis après ça, ben, comme j'ai dit, YouTube, écoute, on trouve vraiment tout là-dessus. Donc, il n'y a pas d'excuse pour pas apprendre. Euh, En L'argent ne... fait, il n'y a pas d'excuse, mais il y a un gros obstacle au changement. Hmm. C'est que les Ah oui. traducteurs doivent nourrissent un certain ressentiment à l'égard de l'intelligence artificielle, ce qui est normal. Donc, et c'est de changer leur perspective. Il y a deux résistances deux obstacles au changement. C'est le fait que les traducteurs sont souvent des introvertis, donc on leur demande de changer. Et puis l'autre obstacle, c'est ben il faut qu'ils travaillent sur leur perception
qui a été nourri énormément ces 2 dernières années pour ceux qui n'ont pas justement pris, sont pas partis dès le début, là. Ça a été très, très nourri par toutes sortes de discours, comme de quoi ça leur volait leur travail. Fait que ça, c'est ça aussi. Mais Est-ce c'est un que travail à faire. Moi, je suis d'accord avec toi que c'est possible, il n'y a pas de problème. Mais à partir de mon propre parcours en neuropsychologie, je vois que c'est pas gagné, là, de dire il n'y a pas d'excuse, puis ouais. vous pouvez tout trouver ça, parce qu'il y a toute cette façon ce cheminement, ils ont besoin d'être accompagnés. Ou sinon, ils Oui. vont être accompagnés pour partir ailleurs. Ouais, c'est ça. Mm. Mais j'espère en tout cas, moi, je travaille justement, on travaille avec Ingrid et Patrice à trouver une façon de rendre, euh, si comment est-ce que c'est le proverbe? Si tu ne t'entends pas avec ton ennemi, fais-en ton ami. C'est ça, Ah vers oui, ça que je bah vais oui, aller. bah oui, On en fait notre ami. oui, c'est C'est vrai, vers c'est vers absolument. ça. Alors, je pense qu'on va y arriver. Puis c'est un peu le but de la rencontre d'aujourd'hui, faire penser aux gens que on peut faire de notre ennemi, entre parenthèses, Oui, notre meilleur ami. absolument. Mm. Mm. Fait qu'on a pas mal fait le tour. Mm. Euh, et je pense qu'on peut s'arrêter ici. Et puis, est-ce que tu avais quelque chose à dire? Je crois que tu as une formation sur, je pense que j'aborderai pas là parce qu'on n'a pas Euh, assez le temps. oui, non, Peux-tu en dire? rapidement, c'est ça. Demain, je donne à midi pour la RSQRP un webinaire sur l'IA clandestine ou fantôme. Donc, c'est un petit midi-conférence d'1 heure à midi pour les intéressés. C'est gratuit pour les membres de la SQRP ou 20 $ je pense, pour les non-membres. Puis bon, ça s'adresse surtout aux rédacteurs et rédactrices, mais bien honnêtement, comme j'ai mis aussi dans un message, si vous avez une équipe, vous gérez une équipe ou vous êtes le travailleur autonome, peu importe le domaine, les consultants, les prestataires de services, honnêtement, là, ça va être très, très utile d'apprendre des façons de faire pour contourner justement ce phénomène et d'éviter d'être pris dans ce phénomène-là. Ensuite, ben, il y a sur Info, il y a Québec aussi, il y a beaucoup de choses qui vont s'en venir parce qu'il y aura très certainement aussi des formations dispensées sous la bannière d'Info, il y a Québec. Mais j'en ai pas plus à dire pour l'instant, juste de rester à l'affût parce que ça continue, puis il y aura plein de choses aussi qu'on va avoir là-dessus aussi. Ah Ben, oui, merci. Oui, autre moi, il chose? y a Réviseur Québec, c'est au mois d'avril, ChatGPT de A à Z. Mais Hum, ça sera aussi probablement aussi accessible avec Infolia Québec. Oui, donc usage insoupçonné, puis bon, vraiment de A à Z, là. On est loin intéressant. de l'interface puis de l'outil ChatGPT qu'on avait il y a 2 ans. C'est énorme maintenant. C'est devenu un outil extrêmement polyvalent et je pense que plusieurs peut-être ne l'exploitent pas dans sa pleine. Non, ben, justement, mon coach m'a parlé parce que, il dit, Sylvie, t'as pas vu la nouvelle fonction de ChatGPT, recherche profonde, je pense? Approfondie, oui. Mhm. Approfondie, c'est ça. Mhm. Fait que j'ai dit non. J'ai pas la curiosité encore d'aller voir ce qui apparaît, parce qu'il n'est pas nécessairement annoncé en grande pompe, là. C'est juste Mhm. un moment, un matin, on se lève, puis c'est là. C'est ça. Oui, non, c'est ça, effectivement, c'est ça. C'est ce qui rend aussi difficile de rester à jour parce qu'il y a constamment des mises à jour. Euh, Constamment, oui. Puis j'ai eu le même problème avec Zapier. J'ai été chercher une formation pour l'automatisation des courriels. oui, Les courriels, ça passait plus. Puis j'ai demandé à mon coach, viens m'aider. Ah, il dit, ben là, ils ont rajouté un bouton qui s'appelle Knowledge Base. c'est Il ça. dit, je viens de le voir, moi aussi. C'est ça. Fait qu'on est, Ouais, c'est ça il faut se parler, je pense aussi. Toi, pourquoi ça marche pas? Ou avoir un ouais, coach aussi, ça aide beaucoup. Parce que tu certainement. vois, moi, mon coach, j'ai un certain frais, là, j'ai 20 $ par mois, puis il me donne tant d'heures par mois. Fait que je suis tout à fait à l'aise de l'appeler au secours n'importe quand. Hmm. Ça marche très, très bien. Fait que c'est pas si cher que ça. Puis quand je vais être assez à l'aise avec l'automatisation, ben là, je vais mettre un terme à cet abonnement-là, puis je vais passer à d'autres choses. Alors moi, Mhm. je recommande à tout le monde de cette formule-là, d'avoir quelqu'un pour soi, là, pendant un certain temps. Ouais, c'est une bonne idée. Hmm. Merci beaucoup, merci beaucoup. Puis Merci pour l'invitation, merci. ben, ça m'a fait plaisir. On va être Merci à sur tous qui ont écouté.
Oui, on est en direct. Alors, donc, l'enregistrement va être sur Spotify et puis sur YouTube d'ici un jour ou deux. Alors, merci beaucoup encore, Natacha, ta Merci à générosité. tous. Bonne journée. Et toi.